Bonsoir à tous. Ce soir, comme vous le savez, nous sommes en guerre. Peut-être pas la guerre à laquelle vous croyez. Il y a une guerre au Mali, dans laquelle la France est engagée. On est parti pour avoir 2500 hommes au Mali. C'est presque aussi important que l'engagement qu'on avait en Afghanistan. Mais il y a une guerre sous-jacente qui est bien plus importante et bien plus fondamentale. C'est la guerre contre la City et Wall Street, celle que j'ai menée pendant la campagne, et qui n'est pas sans relation avec la première. Alors, dans ces moments de l'histoire, il est extrêmement important de se pencher vers le passé et se demander, dans ces grands moments du passé, aurais-je été un homme décent, un héros, un salaud ou un gris? Et aurais-je été Georges Guingouin ou Georges Marchais? Aurais-je combattu avec la résistance dans le Limousin ou serais-je allé au STO en le devançant le STO, collaborer à la construction d'avions de Messerschmitt, qui est ce qu'avait fait Georges Marchais? Un secret maintenant connu, mais quand je le disais il y a 30 ans, on me criait dessus, bien entendu. Sera-t-on De Gaulle ou sera-t-on Pétain? Vous savez, De Gaulle disait très justement, le maréchal Pétain est mort en 1925. Donc, est-ce qu'on choisit d'être du côté des morts ou du côté des vivants? Et c'est des moments de l'histoire où c'est la question qu'il faut se poser. Est-on prêt à sortir du rang? Est-on prêt à être, en sortant du cadre, ce 1 à 10% de la population, on peut faire une moyenne, dire 5%, qui va se lever et donner un sens au futur? Est-on de cela? Et se pencher sur le passé, c'est pas aller y chercher une tradition. Parce que la tradition, c'est la pire des choses que vous puissiez faire de la suivre. Parce que la tradition n'amène jamais les réponses aux défis de l'histoire qui sont dans le futur et pas dans une tradition déjà donnée. Donc vous devez vous pencher sur le passé, mais pour essayer de discerner ce qu'on fait, ce qui dans le passé, agissez en fonction du futur. Pour que vous-même, vous soyez capable aujourd'hui de ne pas agir en fonction du présent, pas d'une déduction du passé, mais agir à ce qui est nécessaire pour le futur. Et que vous placiez du point de vue dans la science des grandes découvertes, dans l'art des grandes œuvres artistiques et dans l'État, ce qui a inspiré les interventions de gens qui ont risqué leur honneur, leur vie, et ce qui est parfois pour les Français le plus lourd, leur patrimoine, qui ont risqué tout cela pour prendre une position dans l'histoire qu'ils jugeaient juste. Alors, évidemment, c'est résister et s'engager au-delà de la résistance, dans le combat contre l'ennemi. Ça veut dire qu'on ne choisit pas une voie prédéfinie. On n'est pas dans une situation où on extrapole ce qu'on a fait avant. On rentre dans une zone de perturbation, et on l'accepte. On choisit une bifurcation, comme l'ont dit certains, une bifurcation et des chemins qui n'existe pas encore. Et vous allez vous déterminer, et c'est très choquant par rapport aux gens qui pensent aujourd'hui dans le présent qui est donné par toute la sous-culture dans laquelle nous sommes plongés, vous allez penser par rapport à ce qui n'existe pas encore. C'est-à-dire que vous allez penser contre les préjugés des autres. Parce que vous penserez à ce qui est nécessaire aux générations futures et ce qui est nécessaire à une majorité des gens dont vous partagez la vie à un moment donné. Donc c'est une recréation du monde à laquelle vous devez participer. Une recréation de ces lignes de force. Et en même temps, évidemment, cela exige une recréation de soi-même. Parce que définir son identité par ce qui est nécessaire dans le futur, par une force de création intérieure,
ce n'est pas la chose la plus évidente pour un être humain, bien que ce soit ce qui rend un être humain humain. Ce n'est pas les sens animaux qui nous composent et qui sont nécessaires pour percevoir les choses. C'est quelque chose qui permet de penser par-delà la perception de ces sens. On l'a dit et souligné, on a beaucoup travaillé sur cela dans notre mouvement, mais c'est quelque chose que dès que les gens qui ont travaillé et qui ont fait des efforts pour le comprendre passent 10 minutes et rencontrent d'autres personnes dans leur société, ils tendent à oublier. Ils tendent à oublier ce défi. Parce que ça suppose encore autre chose, c'est-à-dire être déraisonnable par vis-à-vis de l'état actuel de la condition humaine. Parce que si vous êtes raisonnable par rapport à l'état actuel de la condition humaine, comme si on était raisonnable en juin 1940, on serait resté à Vichy et on ne serait pas allé à Londres. C'est la déraison qui est la raison la plus profonde qui fasse qu'on est humain dans ce cas-là. Et vous êtes déraisonnable parce que vous faites un pari de ce que les êtres humains ne sont pas ce qu'ils paraissent, mais ce sont ce qu'ils pourraient être. C'est leur potentiel que vous voyez, que vous jugez. Alors, ce n'est pas suffisant, parce que vous pouvez faire de grands mouvements, dire « je suis contre la guerre, je suis contre la City et Wall Street oh !» et ça ne veut rien dire. Parce que il y a une histoire que j'aime beaucoup, que j'ai racontée à certains d'entre vous dans une réunion qui était une réunion de notre groupe plus interne, c'est ce que Lincoln a dit au moment de la guerre de sécession aux États-Unis. Il y avait un dilemme dans la guerre de sécession. Il fallait maintenir l'unité des États-Unis, sans ça les États-Unis étaient brisés, mais il fallait en même temps lutter contre l'esclavage des États sudistes, qui étaient majoritairement pro-esclavagistes. Donc il y avait des gens qui étaient des extrémistes, qui disaient « contre l'esclavage, allons nous battre, allez tout de suite, allons-y, allons de l'avant ». Et Lincoln a dit « c'est la meilleure façon de se détruire. Ça se prépare, un conflit de cette nature. Ça se pense. Et ça suppose que soi-même, on ne soit pas entraîné par la passion de l'immédiat. » Et il a dit, c'est la citation, à quelqu'un qui venait, qui était un super abolitionniste et qui ne voyait que ça, il lui a dit « c'est une chose de savoir où se trouve le vrai Nord. Vous et moi le savons. Mais c'en est une autre de savoir où se trouvent les marécages, les rivières et les montagnes et tous les obstacles qui s'interposent entre ici et le vrai Nord. Et pour arriver au vrai Nord, vous devez vous en occuper. » Ce qui suppose intervenir politiquement dans une société, c'est une des meilleures définitions que je connaisse. Mais il arrive des moments de l'histoire où, si on se pose la question de ce qu'on doit faire, par rapport aux choses qui sont données, par un témoignage instantané des choses au niveau où elles se déroulent, vous êtes conduit à ne pas décider. Exemple, vous êtes en juin 1940. Vous dites, c'est impossible de combattre les nazis. Ils ont un accord avec l'Union soviétique. Même Jacques Duclos veut faire réapparaître l'humanité dans le Paris occupé par les nazis. On ne peut pas les combattre. Il faut être raisonnable. Il faut rester à Vichy ou du moins se retirer et peut-être pas devenir collabo avec les nazis, mais attendre que ça se passe. Vous pouvez prendre l'autre décision, c'est-à-dire aller à Londres. Et à ce moment-là, vous devenez collabo avec les Anglais. Et vous savez très bien que ces Anglais, ces milieux anglais, ont été ceux qui ont engendré le nazisme. C'est connu. C'est la City qui les a financés, c'est Wall Street qui les a financés. Alors vous n'allez pas à Londres. Alors qu'est-ce que vous faites? Hein? Question intéressante. Si vous posez la question de cette façon, vous ne faites rien. Rien. Comme la plupart des gens aujourd'hui. Alors, maintenant, venons-en à l'histoire d'aujourd'hui. Par rapport à celle-là, le Mali. Vous dites, vous n'intervenez pas militairement. Bon, conséquence, les djihadistes s'avancent. Alors, peut-être qu'ils n'arrivent pas, comme on l'a dit, à Bamako, mais ils arrivent à Sévaré, qui est le plus important aéroport indispensable pour maîtriser le nord. Donc, si vous n'intervenez pas militairement, les djihadistes étendent leur sahélistan. Et peu à peu, toute la région est prise sous contrôle des djihadistes, si vous n'intervenez pas.
Maintenant, si vous intervenez militairement, vous risquez d'étendre le conflit à tout le Sahel, pas seulement au Mali. On vous dira, c'est le retour du gendarme français en Afrique, comme dit à Noël ma mère. On vous dira aussi, protéger le sud de Mali est une chose, mais si vous le faites, vous serez fatalement amené à intervenir au nord, parce qu'on ne peut pas rester au milieu du Rubicon. C'est une autre chose d'intervenir au nord. Puis on vous dira, on ne gagne jamais une guerre, ce qui est vrai, on ne gagne jamais une guerre asymétrique sur un territoire étranger. Un jour ou l'autre, les gens qui peut-être le premier jour vous reçoivent avec de jolis drapeaux, bientôt vous considéreront comme un occupant étranger. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, si vous posez la question à ce niveau, rien. C'est intéressant d'évoquer les choses de cette façon dans un moment de l'histoire qui est un moment d'une tension terrible. Et réfléchissez à ceux qui connaissent un peu la philosophie ou ceux qui connaissent un peu la vie, puisque c'est parfois un peu la même chose, à ce que veut dire dans une situation de s'élever au-dessus des données apparentes du débat et arriver à un niveau où votre intervention, votre manière d'agir fera en sorte que les opposés qui pensaient être opposés deviennent une coïncidence des opposés et que vous pouvez surmonter votre absence de décision. Revenons au Mali. Le Mali, c'est un pays qui, on peut le dire, est en pleine décomposition, une économie désintégrée, il n'y a pratiquement pas d'armée, pas d'État, pas d'institution. Et en plus, une démocratie de façade. Et vous savez que les Américains ont formé des soldats, beaucoup Touaregs, pour gérer le retour aux droits de l'homme et à la démocratie électorale au Mali. Ce qui est à peu près comme se dire d'organiser des femmes ou des hommes dans une maison de tolérance pour un retour à la virginité. C'est à peu près la même chose. Et ces gens-là sont arrivés au Mali et ils ont immédiatement passé de l'autre côté. De l'autre côté que ça paye, à ce moment-là, au du moins. Donc, on a cette situation. Et vous avez un demi-siècle d'abandon et de mépris vis-à-vis des populations du Mali. Et vous avez une armée dont les combattants ne sont pas payés depuis plusieurs mois et pratiquement sans chef et sans armes. Donc, voilà la situation. Avec, de l'autre côté, on ne sait pas, mais entre probablement 2000 combattants, 1500 à 2000 combattants très bien armés, qui ont recueilli toutes les armes de la Libye de Kadhafi ou celles que leur ont financées l'Arabie Saoudite et le Qatar, et à peu près 3 à 4 000 hommes achetés, parce que si vous allez dans les armées des Katibas djihadistes, on vous paye 400 € par mois, dans celle du Mali, on ne vous paye pas. Donc le choix est vite fait dans un pays pauvre. Donc voilà la situation au Mali. Alors vous dites, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Comment faire? Alors, c'est intéressant et essentiel de se dire, mais où est la solution? Et si vous pensez à De Gaulle et à d'autres, à Guingouin, à d'autres, qui ont pris le parti de la résistance sans suivre leur parti. De Gaulle n'a pas suivi l'armée, Guingouin n'a pas suivi le Parti communiste. Pourquoi ces gens, ou Marie-Madeleine Fourcade non plus, n'a pas suivi les Anglais pour lesquels elle travaillait, qui ne voulaient pas qu'elle rentre en résistance à ce moment-là? Pourquoi ces gens l'ont fait? Parce qu'ils ont pu voir qu'il y avait quelque chose qui était d'un niveau supérieur. Et que même, comme De Gaulle l'était au sein de l'ennemi, vous savez que Churchill a toujours dit, pour moi, la plus lourde croix que j'ai dû porter pendant cette guerre, c'est la croix de Lorraine que j'avais sur mon dos. Donc, alors ces moments de l'histoire, vous pouvez même vous mettre au milieu de l'ennemi et pouvoir quand même défendre par rapport à un autre ennemi qui a tout pris et laquelle vous ne pouvez rien faire, vous pouvez vous mettre au milieu d'un autre ennemi qui est en train de combattre cet autre ennemi. Mais vous ne faites aucune illusion de l'ennemi parmi lequel vous êtes, vous le combattez aussi. Et le double combat de De Gaulle, ça a été à la fois contre les nazis, bien sûr, et les fascistes, et contre ces milieux de renseignement anglo-américains qui voulaient l'éliminer et qui intoxiquaient Roosevelt tant qu'ils pouvaient.
Donc vous devez mener ce type de combat. Vous savez que ça allait très loin avec De Gaulle. À un certain moment, il a menacé, il a pris des contacts avec Staline pour partir à Moscou et menacer les Anglais et les Américains qui partaient à Moscou. Donc, vous voyez, à un moment de l'histoire, vous avez quelqu'un avec cette immense responsabilité qui doit choisir. Alors, vous voyez, notre intervention militaire au Mali, vous commencez à le voir avec d'autres yeux. Parce que les djihadistes qui sont là, qui sont trafiquants de drogue, vous savez que l'émir qui vient, je pense, d'être tué par l'armée algérienne qui avait occupé le site d'In Amenas, cet émir qui s'appelle Mokhtar, Bel Mokhtar, ou il y a plusieurs noms qu'il a, mais son vrai nom, c'est l'émir Marlboro, on l'appelait. C'est le grand trafiquant de cigarettes, Marlboro et de drogue. Donc, cet homme, et c'est le dernier développement, est venu attaquer, on l'appelait le Borgne, hein, il est venu attaquer ce site de cette compagnie BP, pétrolière et gazière, qui est en Algérie. Il s'est emparé d'otages. Alors, on dit, mais c'est la faute de l'intervention au Mali. C'est une parfaite idiotie. Parce que pour faire une intervention comme il l'a prévu, c'est un lieu désertique, comme par hasard, près de la frontière libyenne. Et les services français disent, les gens que nous avons vus, et algériens d'ailleurs, disent les gens que nous avons vus parmi ces gens, qui ont pu avoir quelques communications avec des gens, des Algériens qui étaient sur place. Ces gens n'avaient pas d'accent, ils parlaient l'arabe classique, on ne parle pas ou peu en Algérie, et ils parlaient avec un accent libyen. Donc, on sait voir ce qui était préparé. C'était une extension de ce qui a été fait à Benghazi, c'est une extension de ce chaos et de cette confusion qu'on cherche à créer dans toute la région. Alors probablement, ils l'ont déclenché, ça a été le détonateur à l'occasion de ce que les Français, notre intervention au Mali. Mais c'était déjà préparé d'avance, c'est-à-dire quelque chose était déjà préparé contre l'Algérie d'avance, parce que l'Algérie, pour eux, qui est un État dont on peut contester certains des agissements de ce qu'on appelle, les Algériens appellent avec beaucoup d'esprit sport et musique, c'est-à-dire la SM, les services spéciaux de l'armée. On peut penser ce qu'on veut, mais c'est un État qui tient. Alors que partout ailleurs règne de plus en plus un chaos. Et que, à mon avis, un pays du Maroc est encore plus menacé que l'Algérie, mais tient aussi. Donc vous avez ces deux-là qui tiennent, et puis alors après, il y a tous ces États où on essaye de faire remonter cette poussée du Sahel à travers le Sahara pour les déstabiliser. C'est arrivé avec la Syrie, avec la Libye. Donc vous avez cette situation. Évidemment que tout le Sahel, c'est grand comme l'Inde. Donc vous ne pouvez pas gagner une guerre par des moyens militaires dans tout le Sahel. C'est impossible. Vous pouvez prendre des positions qui vous permettent de, disons, empêcher une contamination trop immédiate et trop rapide. Mais si vous voulez vraiment mettre fin à une situation de cette nature, vous ne pouvez pas faire les compromis qui ont été faits. Parce que quel était le compromis? Disons la vérité. Vous avez une Europe qui est en crise. Une Europe qui, avec le système de l'euro, et le système qui est celui d'une priorité totale donnée au domaine de la finance, avec la City et ses associés sur le continent européen, Paribas, Société Générale, Deutsche Bank, Bankia en Espagne, etc. Tout ce système est absolument incapable d'assurer un développement. Alors, que font certains gouvernements? Et un avenir. Certains gouvernements se sont dit, tiens, et ça a été l'objet de discussions entre Merkel et Sarkozy. Alors, on voit comment on commence déjà à regarder les choses de plus haut. Essayez d'avoir l'argent de Qatar et de l'Arabie Saoudite, et des contrats avec l'Arabie Saoudite. Pourquoi, avant l'élection, Fabius est allé au Qatar, et Hollande est allé en Arabie Saoudite et à Abu Dhabi? Donc, comme ça, vous n'aurez pas besoin de vous attaquer directement au lobby bancaire, et vous pourrez quand même avoir de l'argent grâce à l'argent de ces pays, qui, avec leurs fonds souverains, investiront, prendront des positions. Vous perdrez une partie de l'indépendance. Il n'y a pas que le club de football qui deviendra le Paris Saint-Qatar. Ça s'appellera la Lagardère Saint-Qatar aussi. Mais évidemment, il faut bien faire et vivre avec. Après tout,
l'occupation en France allemande en 1942 était bien plus bienveillante qu'en Ukraine ou qu'en Russie. Donc, il fallait bien faire avec. Après tout, devenir le bordel de l'Allemagne n'était pas un si mauvais sort. Vous savez qu'il a été écrit un livre récent disant que jamais il y avait eu autant d'érotisme que dans Paris au milieu de la guerre. Et que Jean-Paul Sartre lui-même avait dit « Nous n'avons jamais été aussi libres qu'au moment de l'occupation ». Donc il s'agit de laver notre linge sale dans une situation comme celle-là. Soyons clairs, pour pouvoir prendre une décision. Dans la situation actuelle, ce n'est pas le plaisir de laver le linge sale du passé, hein, mais c'est pouvoir dans le présent prendre une décision. Alors, on avait dit, d'une part, vous aurez cet argent du Qatar et de l'Arabie Saoudite, et d'autre part, le Qatar sera gentil, il va freiner un peu les djihadistes au Sahel. Et, en particulier, avec certaines intermédiations algériennes, on va freiner un des groupes qui est directement contrôlé ou presque, celui qui est à Gao par le Qatar, le Moujao, et l'autre qui est le plus composé de Touaregs du pays, mais qui quand même s'est plus ou moins vendu à l'AQMI pour des raisons financières, l'Ansardine. Et on avait dit, cet Ansardine et ce Moujao seront plus ou moins contenus. Et ce qui arrive tout à coup, c'est que grande amitié française avec le Qatar, l'Arabie Saoudite, et tout à coup, offensive d'Ansardine, avec à peu près 1200 hommes au moins, vers le sud, pour aller, peut-être pas tout de suite vers Bamako, mais vers la seule à prendre contrôle du seul aéroport. Grande surprise en France. On n'avait pas vu que les choses allaient évoluer aussi mal de cette façon. D'où l'intervention, qu'il faut bien le dire, a été en partie improvisée. La preuve, c'est que le pilote d'hélicoptère qui a été tué, français, avait une protection sur son hélicoptère, alors qu'on attaquait les colonnes dans Sardine, il avait une protection en plexiglas. C'est un peu gênant quand on s'attaque à des groupes bien armés. Donc, on est intervenu. Mais on ne peut pas gagner une guerre comme ça. Jamais une guerre n'était gagnée sur une terre étrangère et jamais une guerre asymétrique de cette nature. Donc, il faut tarir la source qui alimente ceux qui font ces choses. Il n'y a qu'une réponse, combattre vraiment les réseaux du terrorisme et des mafias, ce que j'ai dit dans ma campagne présidentielle, et d'abord, ce que font le Qatar et l'Arabie Saoudite. On ne peut pas à la fois attendre l'argent des investissements de gens qui, en même temps, avec leur argent, financent les djihadistes au Mali. C'est un peu gênant. On ne peut pas faire ces deux choses en même temps. Et derrière, il y a les réseaux de la City et de Wall Street, bien sûr, auxquels nos banques sont associées, qui contrôlent les gouvernements anglais et américains et instrumentalisent les djihadistes. Pas seulement au Mali, en Syrie aussi. Détruisant peu à peu ce qu'il pouvait y avoir d'indépendants dans l'opposition à Bachar el-Assad. Alors on ne peut pas combattre au Sahel ce que l'on encourage en Syrie. Là aussi, on est en pleine contradiction. On est dans la schizophrénie. En pleine schizophrénie. Donc, le terrorisme, dans une situation comme celle-là, ne s'arrêtera que si l'on extirpe à la racine les intérêts qui l'alimentent. C'est ce que je dis et je répète. Donc, il faut une politique de développement mutuel dans tout le Sahel et toute l'Afrique. On va voir la carte de l'Afrique et la carte du Mali. Voilà, ça c'est toute l'Afrique. Alors, malheureusement, on voit mal. Vous voyez, ça c'est le lac Tchad, qui est plus grand qu'il n'est en réalité. Et ça, c'est toute la boucle du Niger, ici, avec le delta intérieur du Niger. Et ici, évidemment, nous sommes au Mali. Donc ici est la frontière, toute la partie nord qui a été prise par ces forces, disons, en insurrection. Et ici, c'est la partie sud. Alors, ce qui est très important, on peut voir le Mali maintenant. Voilà. Oui, voilà. Alors, vous voyez, il y a au Mali, d'abord, il y a cette région ici, là, qui est à la frontière entre le Niger, le Tchad et le Nigeria. Il y a la région du lac Tchad, ici. Donc, nous avons ce plan de développement et de mise en eau du lac Tchad
pour faire ici un poumon d'eau. Il y a un deuxième ensemble qui sont les lacs du nord au Mali, qui sont là, et toute une région de lacs qui est dans le delta du fleuve, ici. Donc, on appelle ça, il y a aussi des lacs moins importants autour de Mopti. Alors, si on peut rallumer. Alors, on appelle ces lacs, il y a 5 lacs qui constituent ce qu'on appelle le système de Fabiguine. C'est le delta intérieur du Niger. Et il y a 17 lacs plus hauts. Si vous voulez développer ce pays, il faut développer l'eau. Or, en grande partie, ces lacs sont ensablés. Les canaux qui avaient été faits ne marchent plus. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la sécheresse, et il y a eu les guerres intérieures terribles au Mali, où pratiquement chaque pays étranger au Mali européen a joué les uns contre les autres. Donc, il faut sortir de cette politique-là, qu'on peut qualifier de France-Afrique, de sarkozysme, d'ailleurs c'est à peu près la même chose. Il faut sortir absolument de cette politique-là et faire une grande politique de crédit public pour le développement de cette région, comme on le ferait, ou il faut le faire pour le lac Tchad. Donc, de crédit public pour le développement mutuel. Ce qui exige l'assainissement préalable des circuits financiers, et c'est ce que nous avons toujours défendu, couper les banques en deux, Glass-Steagall. Séparant banque de dépôt et de crédit d'une part, et banques pratiquant des opérations d'affaires et de marché de l'autre. Tout se tient. Et là, vous êtes en train, évidemment, de totalement dépasser les questions africaines. Si vous faisiez un devoir dans une école en France, on vous mettrait hors sujet. Mais c'est le sujet, car le sujet est défini par le haut et pas par l'addition des choses du bas. Et si vous ne coupez pas les racines, ce qui va continuer, ce qui s'est commencé à se passer va continuer. Et la seule façon de gagner la paix, et je l'ai dit à des militaires dans une discussion qui ont tourné la tête en regardant autre chose, il y en a un qui a dit « oui, c'est vrai, vous avez raison ». Même plus courageux que les autres. La seule façon de gagner la paix, d'éviter un désastre en Europe et dans le monde, ça veut dire cette politique-là, qui est une politique de développement mutuel, de développement harmonieux. Et ça veut dire de redonner justice au Mali, à tout le Sahel et aussi à toute l'Afrique. Délivrer l'Afrique de l'Empire britannique et du partenaire junior que la France-Afrique a constitué pendant longtemps, je parle au niveau des réseaux financiers, et délivrer l'Afrique de ses extensions monétaristes. Ce que Pouémy, l'économiste Pouémy camerounais, avait appelé la servitude monétaire de l'Afrique. Il faut délivrer l'Afrique de cela, pratiquer une autre politique, parce que c'est comme ça et comme ça seulement qu'on pourra tarir la source du terrorisme et combattre sur le vrai front qui permettra d'arriver à quelque chose. Sans cela, nous avons, et je comprends ce qu'ont fait les Algériens, nous avons ce que les Algériens ont dû faire sur à Imemas, là, sur BP, sur le site de BP, où les Algériens sont rentrés dedans, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Et il y a eu un massacre de gens à In Amenas. Donc, sans cela, ces choses-là sont engendrées pas par une décision de faire quelque chose ou de ne pas la faire. Ils sont engendrés en amont, et de plus en plus, par la décision que vous prendrez de rien faire. C'est pour ça qu'on avait raison de dire que toute personne qui ne prenait pas parti pendant la guerre pour combattre l'occupant était quelqu'un qui consentait à ce que la France fût occupée. Là, c'est la même chose. Et si vous ne touchez pas ces choses au sommet, vous ne pouvez pas les toucher dans leur réalité sur le terrain. La réalité sur le terrain fait partie de ces choses sur le sommet, du sommet. Ce n'est pas parce que vous allez résoudre sur le sommet que tout va se résoudre sur le terrain, non. Mais vous ne pourrez résoudre les choses sur le terrain que si vous lancez une solution au sommet. Et ça marche de cette façon, et ça a toujours marché de cette façon. On ne pouvait pas faire un régime de révolution nationale, comme le croyaient certains à Vichy, ou voulaient le croire, plus juste et meilleur, avec une France occupée à moitié par les nazis. C'était fou. Donc on ne pouvait pas faire les choses à moitié. Comme on dit aux États-Unis, on ne peut pas faire un bébé à moitié. Vous avez beau vous y mettre, vous n'y arrivez pas. La femme non plus. Donc c'est ça la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Alors vous avez des gens, et c'est révélateur, comme Jean-David Lévite,
qui vous disent, qui était l'ancien conseiller de Sarkozy, et qui est l'ami du gouverneur de New Jersey et l'ami des cercles du Parti démocrate proche d'Obama et de Wall Street, Jean-David David, qui vous dit aussi qu'il faudrait que l'Europe se dote d'une politique étrangère commune forte, et face à l'heure de l'offensive française au Mali, l'Europe devrait intervenir avec elle, ce qui veut dire amener les Anglais au Mali. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles cette plateforme de BP a été attaquée, dans des conditions très douteuses, c'est pour essayer de provoquer une réaction des Anglais qui interviennent aussi dans cette affaire, ce qui serait un désastre. Je veux dire des services anglais et des milieux financiers anglais. Donc on est dans une situation où ça se joue de cette façon. Ça ne se joue pas essentiellement dans les sables du Mali. Ça s'y joue, bien sûr, mais on va vous faire croire que c'est là que tout se joue. Non, ça se joue avec vous, au niveau, je dirais, de la vase française. Pas les sables, c'est la vase dans laquelle nous sommes actuellement. Je pense à la majorité, à l'opposition, à peu près tout le monde, et même aux Français. Donc je ne suis pas très aimable avec eux, dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Donc, que voit-on? On voit un gouvernement qui détourne les choses. J'appelle ça une politique d'enfumage, avec la complicité de l'opposition, bien sûr, qui rentre dans ce genre de débat. C'est le mariage pour tous, c'est la prochaine qui va venir, l'euthanasie, pardon, non, le suicide médicalement assisté, c'est comme ça qu'il faut dire. Donc, toutes ces choses-là qui viennent, qui peu à peu, pas à pas, entraînent vers des débats qui font oublier là où il faudrait intervenir pour l'essentiel. C'est la même chose, cet accord entre patronat et syndicats ouvriers, d'ailleurs n'ont pas signé la CGT-FO, ils ont eu raison, parce qu'on parle de choses qui ont vraiment un intérêt tout à fait secondaire face à une situation qui exigerait tout à fait autre chose, la véritable création d'emplois, et pas instituer une norme de 24 heures en moyenne par semaine pour les temps partiels morcelés, la création de droits rechargeables à l'assurance chômage. Ce sont des détails qui ont leur importance en tant que tels, mais qui ne jouent pas un rôle fondamental dans la situation de dégradation du travail, où, après Peugeot, c'est Renault qui est en train de dégraisser. Renault ou l'État à 15%. Donc ça ne veut pas dire que c'est le public ou le privé, c'est la question. Ça veut dire que c'est quelque chose de beaucoup plus général, hélas. Ce n'est pas en nationalisant et en changeant de statut qu'on peut changer les choses. C'est en changeant fondamentalement d'engagement et d'orientation politique au sommet. Alors, je voudrais revenir dans cette situation sur quelque chose, en étant relativement bref aujourd'hui, parce que je voudrais que vous posiez des questions. Si vous n'en posez pas, on pratiquera la chose à la mode aujourd'hui, c'est la torture. Vous le ferez, une torture amicale. Donc, dans ce cas, donc, posez toutes les questions. Mais on est dans une autre situation dans laquelle je suis sûr, qui sait dans cette salle qu'on est dans l'année franco-allemande, d'amitié franco-allemande? Vous devez être assez peu, je pense. Peut-être, j'en vois 1, 2, 3, 4, peut-être 10. Allez, 10. Il y a les timides, je compte les timides aussi. Une dizaine. Donc, vous savez que ça a été quelque chose, parce qu'à l'époque, les communistes qui étaient du côté, comme disait, je ne me rappelle plus qui, de Moscou, la gâteuse, les communistes qui étaient de ce côté-là, attaquaient violemment De Gaulle pour le trahir l'intérêt national de la France en s'acoquinant avec Adenauer, le collaborateur Adenauer. Bon. Il faut remonter dans le temps pour pouvoir voir les choses, comment elles se posent à l'époque. D'ailleurs, moi-même, pendant quelques semaines, je l'ai cru, donc je peux vous le dire. Après, j'ai été regardé, parce que je suis quelqu'un qui aime bien regarder le dessous des choses. Et là, j'ai vu, mais, excusez-moi, mais il déconne à plein tube. C'est pas possible. C'est pas possible. Il nie la réalité. Là, le Parti communiste est le parti des 75 000 fusillés. Aujourd'hui, on sait à peu près les compter. Et en étant généreux et en mettant de leur côté des gens qui étaient un peu entre, mais qui quand même on peut compter du côté de leurs fusillés. D'abord, c'est aberrant de compter sa vertu avec des fusillés. Le parti des 75 000 fusillés, ils étaient en avance sur la victimisation de notre société aujourd'hui. Il y a eu à peu près 4 000 communistes fusillés, dont certains avec Guingouin à Limoges, parce que c'était la seule, c'est pour ça qu'il a été éliminé, parce que c'est le seul chef militaire de toute la résistance à l'intérieur de la France qui avait plus de 1000 hommes avec lui, et en plus, il était communiste, ce qui était gênant pour les communistes qui l'ont fait éliminer. C'est pour ça que j'ai fait la blague avec Mauvais et Marché, parce que celui qui a éliminé s'appelait Mauvais dans le bureau politique du Parti communiste à l'époque. Bon.
Alors De Gaulle. De Gaulle se rapproche d'Adenauer. Il y a le discours, la rencontre à Reims. Oh là là, à Reims, l'église, la cathédrale, la monarchie, horrible symbole, disait la gauche à l'époque. Donc il y a la rencontre à Reims, plus le discours de Bonn du 4 septembre 62 et le traité franco-allemand de janvier 63, du 14 janvier 63. Il y a une grande célébration, là, mardi prochain en Allemagne. Est-ce que vous avez entendu le gouvernement français en parler? Tous les députés français vont y être, hein? On n'en parle pas. Et qu'est-ce que ça a été, ce traité franco-allemand, qui n'a pas amené les conséquences qu'il aurait dû amener, bien sûr? Ça a été quelque chose qui a précédé d'une semaine, c'est le 22 janvier 63, la signature du traité de coopération franco-allemand et la rupture avec la Grande-Bretagne. 14 janvier 63, excusez-moi, De Gaulle dit la Grande-Bretagne ne doit pas rentrer dans la communauté, et il dit en privé, si elle rentre, je la veux toute nue, c'est-à-dire sans ses réseaux et sans la City. L'Angleterre, elle s'en nue quand il n'y a pas ça. Et le 22 janvier, c'est la signature du traité franco-allemand. Donc c'était un tout. Et il faut bien voir cette chose comme un tout. On ne vous le dira pas. Je crois que je serai à peu près le seul à vous expliquer que ces deux choses allaient ensemble. Et qu'aujourd'hui, si on veut une amitié franco-allemande, il faudra recombattre ces mêmes intérêts que De Gaulle, à sa façon, insuffisante, je dirais, mais qu'il faut aujourd'hui rendre beaucoup plus nécessaires et suffisantes, parce qu'ils sont beaucoup plus dominants qu'à l'époque. Donc, c'était aussi, aujourd'hui, ça doit être le combat contre ces paradis fiscaux aussi que la France a, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, après tout, et l'île Maurice où toute l'intelligentsia de gauche et de droite va passer ses vacances, c'est ça. Alors, encore une fois, la seule façon de s'en sortir, c'est d'avoir cette politique de séparation bancaire, qui n'est pas un choix technique, comme ceux qui sont partisans de cela veulent nous faire croire, mais un choix qui ouvre une politique de crédit public avec une banque nationale, qui permettra, par de grands projets et des crédits, de faire le développement de l'Afrique et le développement du monde, mais en particulier de l'Afrique, auquel l'Europe doit, et par une politique de développement mutuel, arriver à la paix. Il n'y a pas ceux qui combattent la guerre n'ont jamais arrêté une guerre. C'est ceux qui permettent une politique d'évitement de guerre, une politique sur la base desquelles on ne peut plus faire la guerre, ceux-là ont réussi à arrêter les guerres. Et ceux qui ont combattu les véritables ennemis, ceux qui véritablement fomentent la guerre. Alors ça veut dire aussi, évidemment, une sortie de l'euro. Donc il y a la cohérence entre ces grands travaux, ces grands projets, le crédit nécessaire pour le faire, un crédit public, parce qu'il n'y en a pas de crédit privé, pas les PPP, hein, pas les partenariats publics-privés. Pour l'aéroport de Berlin ou pour l'hôpital du Sud francilien, on voit où ça mène, des désastres. Parce que c'est le privé qui vampirise le public, bien entendu. Surtout avec le gouvernement qu'on a aujourd'hui en ensemble depuis plus de 30 ans, quel qu'il soit, quelle que soit la couleur. Donc on a la cohérence entre cette politique de développement des pays du Sud, de développement du monde d'ailleurs, de crédit public, le Glass-Steagall, comme on l'appelle, couper les banques en deux. Vous savez, Le Monde même a publié un article, faut-il couper les banques en deux? Donc notre expression couper les banques en deux, elle est partout. Mais comme l'a dit un camarade de promotion de l'ENA qui me déteste particulièrement, mais il ne faut surtout pas dire que ça vient d'eux, parce que cheminade n'existe pas et n'existera jamais. Ça, c'est le point de vue français. Vous savez, Hamdam Ramdam, il n'a jamais existé hein, aujourd'hui, ni en Algérie ni en France. En Algérie, si, il commence à exister. J'ai vu avec plaisir qu'en Algérie, on a mis une statue, je crois que c'est à Tlemcen, de Messali Hadj. Donc il y a une réintégration de ce qui a été tout le mouvement, avec des gens qui se battaient peut-être entre eux, mais qui formaient une volonté de bâtir un État en Algérie. C'est intéressant parce que vraiment pourquoi l'Algérie est attaquée aujourd'hui, avec tous ses problèmes et peut-être ses défauts, mais elle est un État-nation. Et ça ne doit pas exister au regard de ces pays qui veulent, de ces forces, qui ne sont pas des pays, qui sont l'Empire, un empire de conglomérats d'intérêts financiers avec la City, avec Wall Street, ce que Larouche appelle l'Empire britannique parce qu'il est de matrice originelle britannique. Tous ces-là veulent détruire les États-nations. Pour eux, les États-nations sont une force de résistance qui ne doit pas exister. Pas de souveraineté des nations et pas de vraie souveraineté nationale.
Et on ôte la souveraineté nationale en introduisant les gens dans la consommation massive d'objets inutiles et dans toute cette société des images et des écrans. Donc il y a une attaque à la fois contre la souveraineté des nations et contre la souveraineté des individus. Alors pour cette politique-là, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens en France qui sont pour le Glass-Steagall, de plus en plus. Alors, évidemment, la plupart ne savent pas de quoi ils parlent. Alors, je vais vous citer pour cela, parce que je pense que c'est particulièrement significatif de la schizophrénie française actuelle. Je vais vous citer l'interview qu'ont donnée au Nouvel Observateur Pierre Larouturou et Michel Rocard. Donc, question. Je crois que ça vaut la peine de lire les choses pas à pas pour comprendre le problème. Question à Rocard. À vos yeux, la réforme bancaire que propose le gouvernement n'est pas suffisante. Rocard. Pas du tout. Les dangers sont toujours là. Les liquidités en circulation atteignent 800 000 milliards de dollars. La dette totale des États-Unis dépasse 350% du PIB et celle de la Grande-Bretagne 900% du PIB, à cause surtout de la dette des banques privées. En Chine, la bulle immobilière vient d'exploser et la croissance est bien plus faible que ne le dit le gouvernement. En un an, la consommation d'électricité a très légèrement reculé. Nous ne sommes donc pas à l'abri d'un nouveau krach mondial. Pour protéger l'économie réelle d'un possible tsunami sur les marchés financiers, il faut une séparation totale des banques de dépôt et des banques d'affaires, comme l'avait fait Roosevelt en arrivant au pouvoir. Ah, hein, c'est mon bon élève jusque-là. Ce serait mieux si un accord sur ce point existait au niveau mondial, très bien, mais la France n'est pas un pays négligeable, elle doit montrer la voie, au moins elle dit ça. Les autres ne sont pas capables de dire. Il faut aussi mettre les agences de notation sous observation publique et lutter radicalement contre les paradis fiscaux. Nous proposons qu'il n'y ait plus aucune commande publique pour les entreprises qui ont des filiales dans ces territoires. Ça, c'est Transparency International qui l'a dit, et nous aussi, d'ailleurs, dans ma campagne, je l'ai dit aussi. Donc, vous voyez, là, on a quelque chose qui est tout à fait justifié. On peut adhérer de tout ce qui nous paraît juste. Maintenant, on continue. Toujours Rocard. Il faut Glass-Steagall parce qu'on doit sortir de l'idée que la croissance va revenir. Miser sur le retour de la croissance, ça c'est Larouturou, pour sortir de la crise est une stratégie vouée à l'échec. Donc, c'est le Glass-Steagall, mais dans une politique de pas de croissance, et dans une politique qui est une politique écologique. Voilà ce qu'il dit. Depuis l'invention du microprocesseur, il y a 40 ans, nous avons fait des gains de productivité colossaux. Comme si quelque chose qui n'était pas dans la transformation physique des choses, c'est-à-dire la transformation de la matière, et qui est un instrument de communication très utile, les microprocesseurs, ce n'est pas un instrument de production. Les économies développées ne créeront plus assez d'emplois pour enrayer le chômage si nous ne sommes pas capables de reprendre le mouvement historique de baisse et de partage du temps de travail. Et Rocard de reprendre en chœur, nous devons mobiliser l'épargne nationale pour investir très massivement dans les économies d'énergie. Pourquoi nous importons autant de bois alors que nous avons la deuxième forêt d'Europe? Vous dites, je ne sais pas, quand même, il y a un nouveau modèle qui est proposé pour la France, mais c'est pas de croissance, transition énergétique, économie d'énergie vers des énergies qui sont moins denses en énergie, et faire plus de culture du bois. Mais est-ce que ça va être la base d'une société en développement? Donc vous voyez la faiblesse de ces gens-là, même un Rocard, qui se trouve pris dans ce piège d'un écologisme, il est en même temps pour le nucléaire. Donc ces gens sont en complète contradiction, ce que j'appelle le modèle français schizophrène. Ils sont dans une complète contradiction entre des choses qui sont d'un ordre différent. Alors, voyons sur l'Europe ce qu'ils ont à dire. La zone euro ne devrait plus être le détonateur d'une nouvelle crise financière. Donc, l'illusion que la zone euro va bien. Vous savez, j'ai dit à quelqu'un de relativement important en France que le président de la République
je connaissais certainement son médecin quand il disait que la crise de l'euro est dépassée, qu'il s'agissait de Dr Coué. Et il s'est mis à rire et il a dit « C'est vrai, que voulez-vous que je vous dise ?» Que peut-on dire aux gens? C'est-à-dire quand même, n'y croit pas. Alors, nous devons donc négocier un saut démocratique et faire naître enfin une Europe politique, etc., etc. Une Europe sociale et une Europe pour le climat. Nous avons besoin d'une lutte contre les paradis fiscaux pour assainir la finance privée, on ne parle pas de public, et relancer la lutte contre le réchauffement climatique. Voilà. Donc voilà ces gens qui sont contre la domination financière et pour le Glass-Steagall. Donc ce qui manque, si vous le regardez pas à pas, c'est de comprendre ce qu'est une économie. Parce qu'une économie, c'est pas ce qu'on a, c'est pas les ressources qu'on a, c'est pas l'épargne, ou c'est pas la rente. Une économie, c'est le crédit. Et c'est le crédit contrôlé par l'État des citoyens. C'est-à-dire un crédit public avec une banque nationale. Et pourquoi le crédit? Pas le crédit qui émet, pas le crédit, on se pose la question, hein, le crédit, qui l'émet et pourquoi faire? Alors qui l'émet doit être des gens qui agissent dans l'intérêt de la société qu'on doit avoir à l'avenir, et pour faire quoi? C'est avoir des formes d'énergie de plus en plus denses, associées à des technologies plus denses, qui remplacent le travail humain physique, et qui permettent une société réelle du savoir, comme on l'avait annoncé à Lisbonne en l'an 2000, et comme l'Europe a fait exactement le contraire, puisqu'il y a de plus en plus de gens, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, dans les métiers de service. Moi, je les appelle les métiers de sévice. On sévit contre eux, ils sévissent contre les gens, les consommateurs qui ne peuvent plus supporter. Et pour le reste, il y a les robots. Donc, qu'est-ce que c'est le crédit? C'est faire des investissements ou créer des infrastructures qui permettront des investissements, qui permettront à l'avenir de rembourser la dette. Et si vous prenez Hamilton et le système américain d'origine, il y avait une dette énorme au moment de l'indépendance américaine. Pourquoi? Parce qu'il avait fallu s'endetter pour faire la guerre. L'endettement était énorme. Ce qu'a dit Hamilton, on va, pendant un certain temps, bloquer le paiement de cette dette, et on va s'endetter bien davantage. On va faire du crédit. Mais avec le fruit de ce crédit, parce qu'on va faire un crédit pour le travail, pour le développement, pour les infrastructures, pour les chemins de fer, pour les technologies de pointe, on va rembourser la dette. Et c'est ce qui a été fait, jusqu'à ce que quelqu'un qui s'appelle Andrew Jackson ait détruit la notion de banque publique aux États-Unis. Ça a commencé à aller mal aux États-Unis, c'était en 1829, à peu près. Mais il y a eu les années de décollage des États-Unis, qui ont été les années, donc, entre 1815 et 1829, principalement, et les autres années de décollage, ça a été après la guerre de sécession, où Lincoln avait émis les fameux greenbacks, c'est-à-dire des dollars qui n'étaient pas attachés à l'or, qui étaient attachés à rien du tout, sauf aux investissements futurs du pays et des États-Unis. Et ça a très bien marché, et ça a permis un développement. Donc aujourd'hui, vous avez le combat entre, d'un côté, des gens qui ne comprennent pas cela, avec d'un côté, la droite qui est affairiste et qui fait qu'il faut faire les bonnes affaires. Hein. Il faut moins d'impôts, et aussi moins de dépenses publiques, ça ne sert à rien. Ça c'est la droite. Et la gauche qui dit plus d'argent, plus de diarrhée financière, il faut sauver l'institution financière, il faut inonder de liquidités, et à ce moment-là, tout ira bien. Donc, voilà un débat ridicule qui ne comprend pas ce qu'est l'économie et ce qu'est l'avenir, et qui ne remet pas en cause le monétarisme dominant et l'Europe fédéraliste de l'euro. Alors, évidemment, vous avez dans ce contexte-là, à gauche, Rocard et c'est dans le Nouvel Observateur, avec Laroutourou, qui émettent leur niaiserie sur ça, et qui ne comprennent rien à ce qu'est l'économie, bien qu'ils luttent pour le Glass-Steagall. D'où l'importance pour nous de dire crédit public, crédit public, crédit public. Eux, n'en disent pas un mot. Et si vous prenez l'extrême droite, qui est contre l'euro, et même pour le Glass-Steagall, mais qui ne remet pas en cause le national-monétarisme, un monétarisme à l'échelle de la nation. C'est-à-dire que ce qu'avait dit Marine Le Pen, c'est que la Banque de France sera instituée comme une banque, mais toujours sous contrôle d'intérêts privés, ça ne sera pas une banque nationale, et peu à peu,
la Banque de France avalera et avalera la dette et visera à son extinction en la payant. Et on le pourra parce qu'on va faire de l'inflation, on va dévaluer la monnaie quand on sortira de l'euro de 20 ou 30%, donc la dette coûtera moins. Voilà quelle est la politique de l'extrême droite. C'est une politique absurde parce que si on se lance dans cette voie, tout le monde commencera à dévaluer aussi, pas plus bête que les autres. Donc à ce moment-là, il n'y aura plus de marché pour personne. Et ça, c'est les politiques dans lesquelles on est englué aujourd'hui. Et je voulais vous montrer l'importance de ne pas en rester à ce fameux Glass-Steagall. Et répéter comme une mantra Glass-Steagall, Glass-Steagall, c'est nécessaire. C'est nécessaire de couper les banques en deux, mais ce n'est que l'assainissement. Il faudra les fonds pour l'avenir. Et les fonds pour l'avenir ne peuvent être procurés dans la situation actuelle que par le crédit. Ah, mais vous allez créer de la monnaie, c'est inflationniste. Regardez l'inflation que vous avez créée, là, vous. C'est pas encore tombé dans l'économie réelle, mais il y a des masses qui la surplombent dans les marchés financiers et monétaires. La dette américaine est passée, la dette publique, à 110% du produit intérieur brut. Nous, on est à 90%. Il y a des liquidités qui sont partout, mais qui ne vont pas ni dans la production, ni dans ce qui est utile à l'homme. Donc, fatalement, un jour, l'hyperinflation éclate. Quand, je ne peux pas vous le dire. Mais, de plus en plus, ce qui surplombe en masse monétaire et masse financière, par rapport à la production réelle de biens, croît, alors que l'autre baisse. Et c'est ça la réalité de ce moment de l'histoire. Et dans ces conditions-là, les intérêts qui sont en place cherchent à tout prix à faire baisser les salaires, ou le pouvoir d'achat des salaires, à obliger les gens à travailler davantage. Si vous êtes un cadre, vous savez bien qu'il n'y a pas de 35 heures. On a peur de se faire foutre dehors, et on travaille 50 heures, au moins. Et vous êtes poursuivi sur l'ordinateur par votre chef qui vous demande des choses par courriel, même le dimanche. Donc, voilà la société dans laquelle on est arrivé, cette société de la communication, avec les microprocesseurs qui ont été une telle avance. Qui est nécessaire, hein, si c'est branché avec l'industrie et le développement. Mais si c'est branché avec une société de services et une société de monnaie, ça ne marche pas. Alors, personne n'a une idée claire de ces liens entre toutes ces choses et ne voit pas comment le crédit public va créer une plateforme de développement avec de grands travaux dans laquelle les technologies et l'énergie incluses seront plus denses. Et ce qui permettra à l'avenir de créer les ressources pour payer la dette du passé. C'est pour ça que Louis Armand et ceux qui a écrit un livre qui s'appelle comme ça, et ceux qui ont développé le plan à l'époque, parlaient d'un pari sur l'avenir. Ils disaient le plan, à la sortie de la guerre, on n'avait pas d'épargne, on n'avait pas de moyens. Eh bien, on décidait de faire du crédit pour des technologies du futur, et que celles-ci ont pensé, avec des infrastructures évidemment développées, ce qu'avait montré à notre dernière conférence Christine Bière sur les fourastiers, sur Jean Fourastier, permettait de créer les ressources pour rembourser les dettes encourues. Dans le plan Marshall, on appelait ça les paiements différés. C'est-à-dire qu'on disait qu'on vous remboursait de façon différée le risque que vous aviez pris. Alors évidemment, les gens ne pensent pas avec les yeux du futur, ils ne voient pas avec les yeux du futur aujourd'hui, et ils déduisent des données existantes ce qu'il faut faire, et ils extrapolent un recours aux technologies déjà existantes. La chose qu'on entend le plus, c'est vous pensez si les Chinois avaient des voitures et que le monde entier était des gens qui avaient des voitures, vous pensez qu'on en arriverait. Ce ne sera pas ce type-là de voiture. Vous savez qu'on sait déjà aux États-Unis et au Canada faire des voitures qui, dans les villes et sur les routes et les autoroutes, sont capables de rouler seules, sans conducteur. Ils en ont essayé une, elle a roulé 428 km, elle a eu un choc sur un pare-choc. C'est quand le conducteur humain s'était substitué au système. Donc on a les moyens de faire cette société de l'avenir. Shizuoka, on pourrait en citer beaucoup d'autres, mais est beaucoup plus intéressant. Mais celui-là est plus illustratif parce que les gens pensent tout le temps à la bagnole dans ce pays, ou dans tous les pays du monde. Donc, parce qu'ils pensent que c'est une illusion sur leur liberté. Donc, il faut faire ce pari sur l'avenir, qui est le pari qu'il y aura des découvertes scientifiques, qu'il y aura des technologies nouvelles, dont on ne sait pas encore exactement ce que c'est, qu'on augmentera la densité de flux d'énergie, et qu'on explorera et qu'on mettra en valeur des espaces nouveaux. Alors, ça exige un changement de façon de penser. Et
Et c'est là que je vais vous montrer quelque chose. Ça vous paraît bébête, hein? Vous savez tous ce que c'est. C'est la réfraction. Alors, si vous voyez évidemment quelque chose, vous-même, avec votre œil, là, vous croyez que c'est là, et en fait, c'est là. Parce que la lumière ne se propage pas en ligne droite. Alors, ça a été tout un débat, en particulier au XVIIe siècle, où Descartes, qui avait pompé quelqu'un, disait, qui s'appelait Snell, Descartes disait, ouais, moi je vois bien. Ce qui arrive, c'est que la lumière se propage là, dans l'air, et puis elle trouve dans l'eau un moyen d'aller plus vite. Parce que c'est comme s'il était accéléré par une série de balles qu'on tirait comme une raquette de tennis, pardon, comment on appelait ça à l'époque, de paume. Une raquette de paume qui pousse de l'avant. Et c'est comme ça que ça marche, disait-il. Alors évidemment, c'était particulièrement stupide, parce qu'il voyait, selon le témoignage de ses sens, il voyait, en essayant d'expliquer, par rapport à quelque chose où il n'y avait pas une mutation, mais une série d'interventions constantes dans un domaine. Et Fermat a regardé ça, mais c'est de la foutaise. Et il est en train de se passer autre chose. Il ne connaissait pas ce qu'avait écrit Snell. Hein. C'est autre chose, c'est qu'il y a un milieu où la lumière se propage plus vite, qui est l'atmosphère, et un autre moins vite, qui est l'eau. Et dans le trajet entre l'œil et l'objet, elle va essayer de trouver naturellement le plus court chemin en temps. Donc, il met en cause la notion d'espace simplement géométrique. Et il introduit la notion d'espace-temps. Tandis que Descartes est un géomètre pur. Il met en notion la notion d'espace-temps géométrique. Et ça, c'est très important. Parce que c'est le principe de moindre action dans l'univers, et c'est un principe qui tient compte de le milieu dans lequel les choses se font et agissent et ont lieu. Et il a dit la vitesse de la lumière n'est pas constante comme ça, et elle ne se propage pas de façon continue en ligne droite. Donc ça a été vraiment quelque chose qui a été un changement extraordinaire dans la façon de penser. Il y a plus, c'est mentionné ce matin dans une discussion aux États-Unis, ça a été toute la discussion sur quel est l'effet qu'il y a lorsque un objet vient frapper un autre objet. Alors, ce que disait Descartes, ou lorsqu'il y a une attraction d'un objet vers une attraction comme l'attraction terrestre. Ce que disait Descartes, c'était la masse par la vitesse, et Leibniz a dit non, il y a une accélération, c'est la masse par la vitesse au carré. Alors, la masse par la vitesse, c'est ce qui apparaît naturel quand on le voyait avec les sens. Hein. Vous voyez la vitesse, vous voyez la masse, ça va se passer comme ça. Et ce que Leibniz dit non, il y a quelque chose qui est d'une nature différente. Et il dit, et ça amène quelque chose de très intéressant. Ça amène que si vous prenez l'effort qu'il faut faire pour soulever un poids sur la Terre, devient chaque fois moindre si vous élevez plus loin de l'attraction terrestre. Donc, là aussi, ça dépend, ce n'est pas une constante, ce n'est pas comme mv est toujours mv, il y a quelque chose d'autre qui se passe dans l'univers et qui est relatif. Et on commence à être aux lisières de ce qu'Einstein développera sur la relativité restreinte et puis la relativité générale, sur l'idée de relativité. Et ça, c'est une façon différente de penser. Et je vous fiche mon billet. En France, presque tout le monde est cartésien. Et les pires cartésiens, souvent, sont ceux qui ont passé, excusez-moi, hein, il ne faut pas répéter ça, c'est ceux qui ont passé par l'Église catholique ou le Parti communiste. Ça, c'est les pires cartésiens. Parce que ceux qui sont passés par l'Église catholique ne sont pas chrétiens, c'est une confidence que je vous fais, et ceux qui ont passé par le Parti communiste ne sont pas sociaux. Tous sont par rapport à une hiérarchie qui contrôle les choses. Et aujourd'hui, on est dans ce système complètement schizophrène d'une hiérarchie qui contrôle les choses et qui fait d'immenses discours sur le libéralisme. C'est extraordinaire. Vous avez en même temps le népotisme d'État, où les gens qui sont dans l'État, vous voyez tous les gens qui sont à l'inspection des finances en particulier,
sont ensemble et constituent un groupe, mais en même temps, ils disent qu'il faut être libéral, il ne faut pas contrôler, il ne faut aucun contrôle de l'État. Alors qu'ils contrôlent entièrement. Ça, c'est la schizophrénie de la France. Donc, si vous allez voir vos députés, vos sénateurs, ce que vous devez absolument faire, si vous avez moins de courage, vous allez voir vos maires. Si vous avez plus de courage, vous faites en sorte que vos maires aillent voir vos députés et vos sénateurs. Donc, si vous faites ça, et vous expliquez ce qu'est l'économie, vous expliquez la nécessité de Glass-Steagall, du Crédit Public, d'une Banque nationale, et de ces grands projets pour l'humanité, on aura changé les choses dans ce pays, et on aura changé la manière de penser. Mais pour ça, il faut changer la vôtre. Et c'est ça ce que je voulais vous donner comme message aujourd'hui. Parce que si vous voyez quelqu'un, il vous dit une bêtise, et vous savez ce que vous savez, c'est un peu moins bête que ce qu'il vous dit. Ah, moi je sais, je te dirai, voilà ce qui est moins bête que ce que tu sais. Là, vous allez convaincre personne. Vous ne pouvez pas. Vous heurtez un mur, comme on dit. Surtout si vous avez devant vous un cartésien qui a passé un peu par Voltaire et par tout ça. Donc vous avez quelqu'un qui vraiment, vous ne pouvez pas le prendre comme ça. Alors, ce que vous devez faire, c'est dire, écoute, tu dis quelque chose qui semble ne pas aller. On va voir les conséquences de ce que tu dis. Puis peu à peu, vous montrez les conséquences de ce qu'il a dit et où ça mène. Par exemple, vous montrez qu'il ne faut pas intervenir au Mali, mais qu'il ne faut pas ne pas intervenir non plus. Vous voyez, quelle est la solution? Il ne fallait pas aller à Londres, mais il ne fallait pas rester à Vichy. Quelle est la solution? Il ne fallait pas aller à Londres pour devenir anglais. Il ne fallait pas à Vichy pour devenir nazi. Donc, quelle était la solution? C'est intéressant de se poser les questions comme ça. Et vous amenez les gens devant un paradoxe. Ça s'appelle un paradoxe. Et vous pouvez le résoudre que par la coïncidence des opposés. C'est-à-dire un niveau supérieur d'un affrontement. Et ça, évidemment, ça suppose qu'on insulte les préjugés des gens, mais jamais les gens eux-mêmes. Et pas prendre une querelle qui est une querelle perso ou égo. Et c'est comment, de cette façon, que vous pouvez vous sentir avec plus d'assurance, parce que vous aurez un attachement pour la personne qui est en face de vous. Parce que vous essaierez de la sortir de l'idiotie dans laquelle elle est plongée, pour lui faire connaître ses pouvoirs créateurs, les éveiller, les susciter, et essayer par un exemple, généralement, de l'amener à penser dans ce qui peut avoir un avenir, et pas penser à ce qui est appliqué des formules du passé. Pas penser quelque chose qui est toujours la même chose et continue de façon constante, qu'on déduit ou qu'on induit, mais quelque chose qui est de l'ordre de la création, qui est une surprise, et dans la vie, c'est très agréable d'avoir des surprises. Alors, je voudrais conclure simplement en ce que disait Augustin d'Hippone, en son temps, puisqu'on est dans une région qui est en Tunisie, enfin, à la frontière d'Algérie et de la Tunisie, pas loin de là. Et ce que disait Augustin d'Hippone, il disait « Il faut être implacable avec le péché, mais faire preuve d'une grande compassion et d'un amour du pécheur. » Voilà. C'est ça le défi de cette époque. Je vais vous dire ce soir. Je suis heureux de voir que vous applaudissez votre action future.